Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Et on est de retour en live. J'ai lancé une tentative de live plus tôt dans la journée. Bon, finalement, ça n'a pas marché, mais ça y est, les enfants sont couchés. On va pouvoir reprendre parler d'actualité sur l'intelligence artificielle. D'autant plus que aujourd'hui, j'ai pu participer au Stripe Tour 2026. Ils sont passés du coup en France. C'était très intéressant. Et donc du coup, je vais un peu vous en parler. Et j'ai eu une petite interview d'un de leurs architectes qui nous parle de l'utilisation notamment des agents IA pour les paiements. C'était extrêmement intéressant et je pense que c'est un sujet qui va prendre de plus en plus de place dans les mois à venir, dans les années à venir. Donc voilà, extrêmement intéressant. J'en parlerai un peu plus dans la newsletter aussi pour ceux que ça intéresse. Et sinon, je vous diffuserai ce petit interview. Je pense que je le rajouterai tout simplement à la fin du podcast et je le mettrai également dans une petite vidéo YouTube. Donc là, je pourrais pas vous le mettre directement en live parce que j'ai un peu rien préparé, pour être honnête. Donc je pourrais pas vous le montrer directement. Mais voilà, je le rajouterai pour l'épisode de cette semaine, comme ça vous pourrez suivre. J'essaie quand même de faire cet épisode avant Vivatech, puisque je pense que je vais être pas mal occupé dès demain avec Vivatech, et j'essaierai justement de vous couvrir aussi cet événement, de faire des petites interviews, etc., puisque j'y serai. Mais il y avait quand même des gros sujets sur lesquels il fallait absolument que je vous fasse une petite couverture, d'autant plus que je n'ai pas fait d'épisode depuis 9 jours, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de vous dire ce que je pouvais penser, notamment de Fable. Et donc justement, ça va être la première actualité qu'on va parcourir aujourd'hui avec justement l'État américain qui a demandé à ce que Fable ne soit plus accessible. Donc on récapitule, on va reprendre depuis le début. Fable, qu'est-ce que c'est? Donc Fable 5, c'est un modèle de chez Anthropic. Ce modèle-là, à la base, il s'appelait Mythos. C'était un modèle qui a été annoncé début avril cette année. Modèle qui est très efficace pour détecter des failles de sécurité. Alors c'est pas un modèle qui a été entraîné pour détecter des failles de sécurité, mais il se trouve que vu que les modèles de langage sont entraînés pour être notamment très bons en code et qui sont également entraînés pour être très bons en utilisation d'outils, ça veut dire que quand vous utilisez votre chatbot, votre modèle de langage, votre ChatGPT, Anthropic, etc., Claude et compagnie, ce qui se passe c'est que lui il est capable d'utiliser des outils. Un outil, ça peut être un outil qui va l'aider à faire une recherche sur Internet par exemple, ça peut également être un outil qui va l'aider à créer du code, voire même à exécuter du code. Et donc, plus les modèles sont capables d'utiliser des outils, de travailler en autonomie, plus ils sont performants, notamment pour des tâches liées au code, mais ils sont également plus performants pour trouver des failles de sécurité et des vulnérabilités. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Mythos. Ils se sont rendus compte tout simplement que le modèle était, entre guillemets, trop bon pour trouver des failles de sécurité. Et donc, pour limiter la casse, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont donné accès exclusivement à un nombre d'entreprises triées sur le volet. Je crois que d'ailleurs qu'il n'y avait que des entreprises américaines. C'est le projet Glasswing. Ils ont commencé avec 10 entreprises. Ils ont augmenté ensuite leur projet, je crois, à une 50aine d'entreprises. Il n'y a que des entreprises américaines. Et ça avait pour but tout simplement de donner un petit peu d'avance à ces entreprises-là pour qu'elles puissent avoir un accès à ce modèle-là, qu'elles puissent revoir leur code avec ce modèle et qu'elles puissent corriger les éventuelles failles de sécurité que ce type de modèle est capable de détecter. Donc, pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce que Anthropic avait annoncé, pour eux, c'est pas quelque chose que uniquement Anthropic peut faire, c'est juste qu'ils ont dit, notre modèle arrive à le faire aujourd'hui, début avril, mais les autres vont pouvoir rattraper et vont pouvoir le faire. Donc, c'est important qu'on puisse aider les entreprises à sécuriser dès maintenant leur code, avant que ces modèles soient disponibles un petit peu partout et qu'on se retrouve avec des logiciels, des systèmes d'exploitation, etc., avec des failles que les modèles d'IA seraient capables de détecter. Et d'ailleurs, très peu de temps après, je crois que c'était la semaine passée, la semaine d'après l'annonce de Mythos ou 2 semaines après, OpenAI s'est aligné avec un modèle qu'ils ont appelé GPT 5.5 cyber, qui est un modèle de GPT 5, une version de GPT 5.5 qui a été réentraînée sur les aspects cyber et pour laquelle il faut tout simplement montrer patte blanche pour avoir une autorisation et être capable tout simplement d'y accéder. Et donc tout ça, ça pose justement cette question. Et c'est un peu ce qui se passe aussi là avec cet événement du gouvernement américain qui a demandé tout simplement que le dernier modèle d'Anthropic ne soit plus accessible. Puisque cette fois-ci, ce modèle-là, ce n'était pas le modèle Mythos, qui lui est capable de faire de la recherche notamment en cybersécurité, c'était sa version, on va dire, amoindrie, réduite de ses capacités, puisque c'était une version qu'ils ont prénommée Fable, qui est une version de Mythos qui ne peut pas parler de sujets liés à la cyber ou liés à tout ce qui va être biologique. Pourquoi biologie? Parce que tout simplement, ça permet de faire des armes bactériologiques notamment, ou des armes, des armes chimiques ou autres. Et donc, pour éviter tout souci et danger là-dessus,
là-dessus. Ils ont rajouté un garde-fou, voilà, très restrictif qui, dès qu'on aborde ce genre de sujet, tout simplement empêche le modèle de répondre. Voilà, on se dit là, c'est un sujet cyber ou un sujet biologie, je ne réponds pas. Voilà, le modèle ne reçoit même pas la requête. Comme ça, au moins, il n'y a pas de sujet. Ça évitera que le modèle pose problème. Donc ça, c'est ce qu'ils ont proposé. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que 3 jours après la sortie de Fable 5, Amazon s'est rendu compte, donc c'est Amazon qui a alerté le gouvernement américain. Ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon en sait des actionnaires de Anthropic, et pourtant ils ont alerté le gouvernement américain en leur expliquant que tout simplement ils avaient été capables de jailbreaker Fable 5 en lui faisant faire des choses qu'il n'est pas censé pouvoir faire. Donc typiquement parler de biologie ou parler voilà, de fabrication d'armes ou parler de recherche de vulnérabilité. Donc des sujets que normalement le modèle ne peut pas aborder grâce à ces garde-fous. Donc forcément, inquiétude sur le sujet, et le gouvernement américain, je pense, a été très inquiet sur le sujet, et donc ils ont tout simplement demandé à ce que ce soit un modèle qui soit banni pour les exports à l'étranger, et donc que uniquement les citoyens américains puissent accéder au modèle. Alors forcément, en pratique, c'est pas du tout faisable, c'est un modèle qui est disponible en ligne, il n'y a pas du tout de possibilité justement de faire des filtres par citoyenneté ou autre, en tout cas pas aujourd'hui, c'est pas possible. Donc ce que Anthropic a fait tout simplement, c'est qu'ils ont rendu le modèle indisponible. Donc c'est un peu arrivé voilà, d'un seul coup. Donc moi j'avais un projet qui tournait en cours sur Fable 5 à ce moment-là, donc voilà, j'ai été coupé dans mon élan, donc dommage pour moi et tant pis pour les tokens qui ont été dépensés inutilement, puisque j'ai pas pu continuer le projet qui avait été démarré, en tout cas la conversation qui avait été démarrée. Mais voilà ce qui s'est passé, et forcément ça a soulevé pas mal d'inquiétudes. Est-ce que demain le gouvernement américain pourrait se dire voilà, on a ces nouveaux modèles qui ne seront accessibles qu'aux Américains? Je suis pas tout à fait sûr que ce soit ça l'objectif, c'est juste que là il y avait un véritable risque pressenti par le gouvernement, puisqu'effectivement le modèle Mythos, Anthropic eux-mêmes se sont bien rendus compte que c'était un modèle qui pouvait être potentiellement dangereux, et donc ils n'y ont pas donné accès, il fallait montrer patte blanche pour pouvoir y avoir un accès. Et donc si Fable 5, qui est censé être une version sécurisée entre guillemets de Mythos, ne répond pas à cette sécurité, effectivement c'est assez cohérent de bloquer, en attendant en tout cas qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de jailbreaking possible et que le modèle ne puisse pas représenter un danger tout simplement pour la sécurité nationale. C'est en tout cas c'est comme ça que le gouvernement l'a présenté. Donc effectivement, je pense que de toute façon, ça va pas arranger Anthropic. Si demain on a le même sujet sur du ChatGPT ou autre, ça ne va pas les arranger, mais c'est vrai que de votre côté, peut-être que vous allez vous poser votre question en vous disant est-ce que finalement j'ai pas une trop forte dépendance envers certains acteurs américains, et effectivement si demain leur modèle coupe, ou si leur modèle est plus restreint, ou si leur modèle tout simplement augmente de tarifs, est-ce que je ne risque pas de me retrouver très limité ou d'avoir des coûts qui explosent ou de ne pas pouvoir faire exactement ce que je veux parce que voilà, je ne suis pas décisionnaire et que maintenant l'intelligence artificielle atteint un niveau qui en fait vraiment un vrai sujet stratégique, un vrai sujet politique qu'on ne peut plus du tout ignorer. C'est bon, on n'est plus fin 2022 où les chatbots étaient rigolos et on s'en servait pour faire des petites recherches voilà, assez basiques où voilà, on pouvait s'en servir pour remplacer un petit peu Google. On a vraiment dépassé ça. Maintenant, c'est un vrai outil de travail, c'est un vrai outil de productivité. J'ai d'autres petites actualités d'ailleurs qui poussent dans ce sens-là. Et donc forcément, si votre outil de productivité n'est plus disponible, ça devient un vrai sujet stratégique. Voilà, c'est comme les matières premières, comme les énergies, etc. Donc gros sujet. Et je peux comprendre du coup les entreprises qui se posent la question, encore une fois, de la souveraineté qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Effectivement, si demain les meilleurs modèles disponibles ne sont pas accessibles pour vous parce que bloqués par un gouvernement ou parce que contraintes qui feraient que le modèle n'est plus accessible ou que tout simplement il reste accessible mais à un coût trop élevé, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que Fable 5, j'ai pu m'en servir pendant les 2-3 jours. Voilà, il peut dépenser l'équivalent de 30 minutes d'utilisation plein de Fable 5, ça coûte 30-40 euros en fait. Donc voilà, moi j'ai dépensé à peu près 150 euros sur seulement 2 jours avec Fable 5. Alors je suis très très content de ce qu'il a pu produire à ce prix-là. Honnêtement, vraiment, je suis bluffé par le modèle. Je trouve qu'il y a vraiment un gap de performance. Mais par contre, il coûte extrêmement cher. Il n'est pas 2 fois plus cher que Opus. Ça, c'est ce qui est expliqué dans la tarification. Donc en fait le prix au token est 2 fois plus élevé, donc effectivement, sauf que vu qu'il produit beaucoup plus de tokens, en fait il est plutôt 4 fois voire même 5 fois plus cher, donc vraiment le coût il peut rapidement exploser. Par contre effectivement, modèle très impressionnant. Donc en tout cas pour l'instant je pourrais pas tester un peu plus puisque actuellement il est encore bloqué. Alors j'ai vu des posts notamment sur X qui disaient qu'il va peut-être être débloqué dans les 48 prochaines heures. Bon, je sais pas trop, en tout cas là pour l'instant il n'est pas accessible, et de ce que j'ai compris, Anthropic a directement envoyé une délégation
à la Maison Blanche, hein, pour discuter directement avec le gouvernement américain et trouver une solution là-dessus. Donc peut-être que ce sera juste d'avoir un garde-fou qui fonctionne mieux, de prouver que finalement on ne puisse plus jailbreaker le modèle. On verra. Je pense pas qu'on soit encore dans une situation où on va nous demander d'avoir comment dire, une citoyenneté pour pouvoir avoir un accès au modèle. Par contre, des KYC renforcés, c'est quelque chose qui pourrait clairement arriver. Et d'ailleurs, Anthropic a discrètement changé ses conditions d'utilisation en expliquant qu'il pouvait se donner le droit de demander des informations pour identifier la personne derrière chaque compte. Ce qui fait peur aussi à Anthropic, hein, c'est tout simplement les faux comptes, puisque ils ont déjà eu des problèmes de distillation. Ça veut dire que on a d'autres laboratoires, notamment des laboratoires d'IA chinois, hein, qui ont tout simplement utilisé Claude, hein, pour entraîner, en tout cas pour affiner certains de leurs modèles, ou en tout cas pour produire de la donnée, pour éventuellement aussi entraîner leur modèle. Donc entre guillemets, ils ont utilisé Claude pour avoir à moindre frais un accès à une IA plus puissante pour justement avoir une amélioration de leur propre modèle. Et donc voilà, ça c'est un sujet qu'on appelle la distillation, et j'avais fait une petite couverture là-dessus. Il y avait eu un article de l'entreprise qui s'était plaint qu'ils avaient pu détecter jusqu'à 15 000 comptes qui venaient d'entreprises comme Zidai, qui fait par exemple Kimi et d'autres entreprises, et qu'ils étaient vraiment pas contents et scandalisés. Bon, ce qui est assez drôle, c'est que eux-mêmes, Anthropic, hein, et toutes les autres entreprises qui font le lien, hein, ont scrappé tout ce qu'ils pouvaient trouver sur Internet. Ils ont récupéré énormément de données sans forcément regarder dans le détail, hein. Et donc c'est un petit peu le celui qui a pompé de la donnée, qui se fait lui-même pomper son modèle, qui se plaint. Bon, c'est un peu l'arroseur arrosé, mais en tout cas c'est vrai que c'est un vrai sujet, et donc c'est quelque chose à laquelle Anthropic fait très attention, et c'est pour ça qu'ils veulent renforcer cette partie-là. Et dès maintenant, il y a déjà j'ai déjà vu des posts sur X ou autres, hein, où notamment quand on a une adresse IP en Chine, ça devient plus compliqué d'obtenir un compte Claude sans par exemple donner une pièce d'identité ou ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est des choses en tout cas qui montrent qu'on a un vrai besoin stratégique, hein, sur les modèles d'IA. Il y a toujours cet affrontement aussi entre les modèles américains et les modèles chinois de l'autre côté. Ce qui veut dire aussi que de notre côté, ça nous offre une solution B, puisque si demain, Claude dans sa version frontière n'est pas disponible, bon déjà les autres modèles sont disponibles, hein. Opus 4.8 marche toujours, hein, il n'est pas bloqué par les États-Unis, et Opus 4.8 marche très bien. Donc vous pouvez déjà vous servir de celui-ci. Mais si un avenir, on se retrouve avec des modèles qui sont vraiment les meilleurs des meilleurs modèles spécialisés sur certains domaines qui pourraient poser des risques nationaux. Donc des modèles qui seraient capables d'aider les chercheurs dans des sujets comme la biologie, mais aussi les chercheurs en cybersécurité, mais pour lesquels il faudrait éventuellement avoir des autorisations, ce genre de choses-là. Ça pourrait arriver, hein. Eh bien, effectivement, une des solutions, c'est tout simplement d'avoir des modèles open source. Et là, les labos chinois, hein, produisent des modèles open source de très bonne qualité. On a aussi, du côté européen, Mistral qui produit également des modèles open source. On a aussi du Google avec des modèles comme Gemma, etc. Enfin bref, l'écosystème open source dans l'intelligence artificielle est encore très sain. Et il ne faut pas oublier qu'un modèle, même moins puissant, hein, si il est dans le bon écosystème, avec les bonnes données et qu'il est bien configuré, il peut vous apporter bien plus qu'un modèle plus puissant, mais qui est entre guillemets mal utilisé avec les mauvaises données ou dans le mauvais écosystème. Donc voilà, la puissance, ça fait pas tout, hein. Faut vraiment imaginer votre modèle langage comme un moteur, et votre système, votre agent IA ou votre chatbot ou autre, hein, plutôt comme une voiture. Et donc c'est pas parce que vous avez le moteur le plus puissant que votre voiture va nécessairement la plus vite. Même si on va pas se mentir, hein, ça aide, hein, ce n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Donc voilà un petit peu pour couvrir ça. Je sais pas exactement quand je vous enverrai la newsletter cette semaine, mais je vais peut-être attendre encore un jour ou deux, voir un peu si les choses se décantent et si on a de nouveau disponible. Mais bon, c'est pas du tout sûr, hein. En tout cas, ça a été le gros sujet, et c'est très probable d'ailleurs que vous en ayez déjà entendu parler, puisque ça fait partie de ces actualités qui sont sorties de la bulle de l'IA, hein, et où tout le monde en a pas mal parlé. Ça a été couvert par la presse, etc., un peu plus généraliste, hein. D'ailleurs pas souvent de façon très correcte et pertinente, mais bon, c'est normal, hein, tout le monde n'est pas forcément spécialisé dans ce domaine-là. Et ça va assez vite aussi de faire des raccourcis dans ce domaine. Mais bon, en tout cas, c'était le gros sujet à couvrir. Et d'ailleurs, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, on pourra en discuter. En tout cas, je pense que ça a amené le sujet de la souveraineté et d'avoir au moins un plan B, hein, dans certaines entreprises, hein, de se dire, si demain Anthropic ne marche pas, comment je peux faire? Est-ce que j'ai un autre fournisseur? Est-ce que je peux facilement changer de fournisseur, passer d'un Anthropic vers un OpenAI ou vers un Mistral ou vers un modèle local ou un modèle open source? Et
et je vois de plus en plus de configurations et d'ailleurs j'aide aussi et j'accompagne l'entreprise dans la configuration de ce genre d'agent IA où en fait on a notre infrastructure et qui peut tout simplement changer de modèle. Ce qui fait que voilà, demain Fable 5 n'est plus dispo, bon c'est pas grave, on passe sur un autre modèle et on ne casse pas tout. On a encore un agent qui peut tout à fait très bien fonctionner. Donc on passe vraiment au vrai sujet un petit peu qui est passé en sous-marin beaucoup plus discret, mais qui concerne également Anthropic, hein. C'est qu'ils essayaient de faire passer un changement de modèle sur justement leur tarification pour les abonnements max et les abonnements aussi mensuels, enfin à $20, $100 ou $200, en bridant une fonctionnalité qui permet tout simplement d'utiliser le client Claude Code dans un autre environnement. Et ça permet quoi exactement? Ça permet justement d'avoir un agent type Hermès, type OpenClaw, qui va utiliser justement le client Claude Code pour utiliser la puissance des modèles de Claude, mais dans une autre infrastructure qui va lui permettre d'avoir un accès à une certaine mémoire, à d'autres fonctionnalités, etc. C'est quelque chose qui, au début, a été utilisé mis en place par les utilisateurs via le système, notamment OAuth, ça a été ensuite interdit par Anthropic, puis plus ou moins réautorisé zone grise, puis réinterdit. Donc voilà, on fait un peu le ping-pong aller-retour. Et du côté d'OpenAI, eux par contre, ils l'autorisent pour l'instant. Mais pourquoi, entre guillemets, Anthropic essaye de couper ça? Tout simplement parce que ça leur coûte très cher. Puisque quand on a des utilisateurs intensifs de Claude Code, parfois leur équivalent de dépenses en API pour un compte à $200 par mois, ça peut représenter $1 000 à $5 000 de coût au token si c'était quelque chose du coup qui était payé au token. Donc ça peut revenir très très cher. Et j'ai vite vu avec Fable 5 qui brûle les tokens à une vitesse incroyable. Voilà, j'ai tapé la limite de ma semaine en quelques prompts. Enfin, c'est vraiment abusif. Et malgré tout, voilà, je dépassais justement mes quotas et donc j'ai utilisé mes crédits supplémentaires qui ont fondu comme neige au soleil. Donc quand je vous disais 150 € de dépenser, c'est même pas le vrai prix, puisqu'en fait j'ai d'abord tapé la limitation de mon abonnement et ensuite j'ai dépensé par-dessus 150 € en plus. Et ça part très très vite. Vraiment, quand on fait le coup à la minute, là la question se pose de se dire, en fait, est-ce que c'est pas moins cher d'embaucher quelqu'un? Donc voilà, si vous faites en tout cas des choses avec Fable, essayez de le pousser sur des sujets à haute valeur ajoutée, parce que sinon ça va pas être intéressant pour vous. En tout cas, moi de mon côté, malgré ces 150 € dépensés, j'étais très content du résultat et le résultat pour moi en termes de valeur valait bien plus que 150 €. Donc là, pour le coup, pas de questions à se poser. Donc en tout cas, si je reprends ces informations donc sur ce scandale d'Anthropic, donc ils essayent de changer ce mécanisme qui ferait que maintenant il faudrait payer justement dans vos crédits donc au token si vous voulez utiliser l'environnement Claude Code ou autre dans un autre outil qui n'est pas un outil officiel de Anthropic. Donc voilà, Hermès, OpenClaw, etc. Donc ils ont fait volte-face justement hier. Je pense que voilà, ils attendent que ça se décompte aussi avec Fable 5, mais ça reviendra sur la table parce que il faut pas s'en mentir, aujourd'hui, quand vous avez un abonnement et c'est valable pour tous les fournisseurs, à 20 € par mois ou à 100 € par mois, vous ne payez pas le vrai prix de l'IA. Donc voilà, ce n'est pas le vrai prix, ça va augmenter. Faut l'avoir en tête et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des systèmes qui peuvent aussi demain passer sur des modèles moins chers, des modèles open source ou autres, si vous voulez voir du long terme en tout cas. Mais en attendant, c'est très bien de pouvoir surfer entre guillemets sur la vague, d'utiliser les modèles qui sont disponibles actuellement à un très faible coût, profitez-en. Mais par contre, dites-vous bien que ça ne durera pas. Donc il faudra aussi faire preuve d'agilité et ça veut dire aussi être capable de récupérer les données potentielles que vous aviez mis en place avec ces outils, de pouvoir avoir aussi quelque chose qui peut vous permettre de passer d'un modèle à un autre, puisque voilà, quand les prix augmenteront, ça vous permettra d'avoir une certaine flexibilité, de ne pas être trop enfermé dans un écosystème. Ok, on passe à l'actualité suivante. Donc sur justement le petit strike tour que j'ai pu faire. Donc pendant que tout le monde regardait Fable 5, j'ai mis voilà, les agents IA ont appris à payer tout seuls. Donc c'est un sujet très intéressant. Donc la keynote de Stripe a pas mal évoqué les sujets liés à l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant on peut avoir des intelligences artificielles qui ont leur propre portefeuille. Donc en fait, vous avez votre agent IA, vous lui configurez son portefeuille
et vous pouvez lui dire: «Bah, voilà, j'ai un budget, 200 €, voilà, trouve-moi, un cadeau, ou, trouve-moi, la meilleure, paire de chaussures possible pour, aller courir» ou, voilà, autre sujet et c'est l'agent IA en toute autonomie qui va pouvoir faire l'achat et vous n'aurez juste qu'à valider l'achat. Donc voilà, valider le paiement, avec une demande. Mais en tout cas, tout le processus, hein, complet peut être entièrement fait en autonomie par un agent IA et en plus, on peut même le faire avec des paiements en stablecoin. Donc voilà, c'est vraiment, assez intéressant et je pense ça nous montre vers où les choses vont puisque si vous imaginez demain avoir un assistant IA très performant, bah, vous pourrez tout à fait lui sous-traiter certaines tâches de paiement. Donc c'est vraiment ça un petit peu l'idée qu'il y a derrière tout ça. Mais je ne vous en parle pas plus puisque, il y a un interview dédié à ça, où, voilà, Stripe nous présente ça, très bien et puis je vous ferai une petite couverture un peu plus détaillée de la conférence, directement dans la newsletter. On passe au sujet numéro 4. Donc, justement sur la partie agent IA qui est capable de trader et payer tout seul, hein, dans des limites que vous fixez. Donc voilà, c'est, justement, un autre sujet, Coinbase for Agents, qui, permet justement de connecter un compte pour faire des paiements et donc maintenant les agents peuvent payer avec un protocole dédié, sans intervention humaine. Et on aurait justement plus de 160 millions de paiements entre agents traités sur l'année, hein. Donc ça devient vraiment quelque chose d'assez important et justement les agents aussi, bah, peuvent potentiellement échanger des services, hein, à un certain prix. Imaginez quelqu'un qui a monté un agent qui est capable de faire une tâche très précise, bah, il pourrait très bien, bah, se faire rémunérer par d'autres agents pour ce service. Tout comme, hein, aujourd'hui on peut avoir un agent qui va utiliser une clé API pour utiliser un service. Donc, par exemple, vous pouvez connecter votre agent à, une API qui lui permet d'avoir accès à certaines données et à chaque fois qu'il va avoir besoin d'avoir une donnée précise, bah, en fait, il va utiliser cette API pour avoir l'information puisque toutes les bases de données ne sont pas ouvertes et des fois, il faut passer par une API. Je vous donne un exemple tout simple, hein, Papers, si vous voulez avoir accès à leur API pour avoir des infos de Papers IMO, bah, il faut payer l'API. Donc, vous payez, votre agent IA peut y avoir accès. Il, justement, grâce à cette API, pourra accéder directement à l'information que, Papers IMO par exemple présente et comme ça il aura directement la donnée. C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais voilà, vous pouvez le faire avec tout un tas de fonctionnalités. Moi par exemple j'ai connecté mon agent à des API qui lui permettent de générer des vidéos, de générer des images et ce qui fait que mon agent peut tourner sur un modèle comme Claude, mais il peut générer des images avec un modèle comme GPT Image 2 parce qu'il va passer justement par les API. Et donc ça pourrait être aussi quelque chose qui prendrait, je pense, rapidement, qui va pouvoir peut-être prendre rapidement, hein, en ampleur. Actualité suivante. Anthropic donc a changé l'air de ses a changé d'air avec ses ingénieurs. Donc c'est des informations qu'ils ont publiées un peu plus tôt ce mois-ci, le 4 juin où ils nous ont expliqué dans un article de blog que plus de 80% du code chez Anthropic est maintenant écrit par Claude. Ça, c'était en mai 2026, donc le mois dernier. Alors que début 25, hein, ce n'était que quelques pourcents. Et donc voilà, aujourd'hui, hein, le taux de succès des problèmes de code résolus par IA serait de 76% en hausse dans les 6 derniers mois. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'a priori, si on croit bien à ce que Claude nous déclare, hein, bah voilà, aujourd'hui, chez Anthropic, il y a très peu de code qui finalement est écrit par des humains et 80% du code serait écrit directement par des modèles d'IA. Donc voilà, intéressant, ça montre que ça prend en ampleur. Peut-être que ce ne sera pas vrai demain pour toutes les entreprises, hein, je ne pense pas, mais ça montre en tout cas que maintenant on peut vraiment déléguer toute la partie écriture du code en tout cas, hein, par l'IA. Maintenant, hein, derrière, hein, faut pas se voiler la face, hein, il y a des software engineers qui sont excellents et qui sont capables justement de guider l'IA correctement, de lui donner les bonnes instructions, de lui donner la bonne architecture pour qu'elle soit capable derrière de développer en autonomie, hein. Ça veut pas dire que demain tout le monde pourra faire la même chose qu'eux, hein. Donc c'est pas si simple que ça, il faut quand même avoir des connaissances derrière, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Anthropic recrute énormément de software engineers, qui sont en pleine croissance et en plein recrutement, hein. Donc chez eux, hein, l'IA, ça ne supprime pas du tout des emplois, hein. Ça plutôt, ça a tendance à en rajouter. Actualité suivante, on a SpaceX qui a fait son introduction en bourse.
et qui fait que, bah, voilà, si on fait un patrimoine estimé pour Elon Musk, bah, il atteindrait 1 000 milliards, hein, donc voilà un billionnaire en français, hein, parce que billionnaire en anglais, hein, c'est milliardaire en français, donc là ce serait le premier vrai billionnaire en français, hein, donc trillionnaire du coup en anglais, avec voilà la valorisation de SpaceX qui est montée à 1 770 milliards, sachant que Elon Musk détient 42% des parts de SpaceX, hein, donc forcément c'est très lié à tout ça. Donc ça montre a été réussi. Est-ce que ça tiendra? Je ne sais pas. Voilà, hein, en tout cas, je pense que les data centers IA dans l'espace propulsés à l'énergie solaire, ce n'est pas pour tout de suite, hein. Donc voilà, hein, c'est quelque chose, je pense, qui va prendre encore des années avant d'arriver, si ça arrive. Actualité suivante, on va parler un petit peu d'Apple, qui abandonne justement le mariage un petit peu qu'ils avaient fait en exclusivité avec OpenAI, où on avait une intégration de ChatGPT directement dans Apple, et qui a enfin sorti le Siri qu'ils avaient promis depuis des années. IA qui n'est pas encore disponible en Europe, puisqu'il n'a encore été traduit, donc pour l'instant uniquement disponible en anglais, uniquement disponible aux États-Unis, et qui est propulsé par notamment Gemini, et qui à terme pourrait également être propulsé par d'autres modèles, Claude, ChatGPT. Donc ça permettra justement d'avoir plus de flexibilité. Et c'est pour ça, hein, je reviens à la première actualité, mais avoir une architecture où vous avez vos données, avec un certain contrôle sur vos données, avec voilà un contrôle de votre architecture ou sur vos fichiers, où est la mémoire de votre IA, à quoi elle a accès, quelles sont les choses qu'elle peut faire, ne peut pas faire. Et ben ça devient assez important d'avoir cette structure-là de définie et de figée, entre guillemets, de fixer, qui correspond bien à vos besoins, et ensuite de pouvoir juste changer le moteur en fait, hein. Donc voilà, c'est ce que d'ailleurs Apple voilà, va proposer. Vous allez juste ensuite pouvoir changer le moteur. Bah, est-ce que je mets du Claude? Est-ce que je mets du ChatGPT? Est-ce que je mets du Google? Mais en attendant, derrière, tout le reste, hein, c'est moi qui le gère. Et ce qui est intéressant, hein, dans ce nouveau Siri, c'est surtout que Siri est capable d'indexer tout ce qui va être sur votre téléphone, vos messages, vos mails, surtout l'accès à la donnée qui va en faire un outil très puissant, et puis l'accessibilité, puisque voilà, vous allez pouvoir lui parler et ça va vous faire un retour direct sur ce que vous avez à prévoir. Donc, en tout cas, voilà, c'est rien de, on va dire, d'extrêmement surprenant, rien qui n'est pas déjà possible avec Gemini par exemple sur des téléphones notamment Android, mais voilà, c'est intégré à Apple. Apple c'est très gros, donc forcément ça va permettre aussi aux personnes de prendre un petit peu conscience de ce qui est possible avec les assistants IA, et donc c'est dans ce sens-là que l'impact va quand même être assez intéressant. On passe à la suite. Jeff Bezos qui reprend les commandes pour construire une IA qui travaille dans le monde physique. Donc c'est un projet, le projet Prometheus, qui sort de Londres, hein, avec 12 milliards levés, une valorisation autour de 41 milliards, avec un objectif, c'est d'avoir un ingénieur général artificiel pour l'ingénierie de la fabrication. Donc là, c'est pas une IA de type chatbot. Là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la partie ingénierie. Et donc voilà, on verra si ils feront quelque chose là-dessus. Mais pour montrer que l'écosystème, hein, continue de toujours avancer, hein, sur ces sujets-là, et qu'il n'y a pas effectivement que le sujet des chatbots. Et je pense qu'en fait le chatbot, ça devient plus ou moins une technologie du passé, j'ai envie de dire, hein, puisque maintenant ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'avoir des agents avec lesquels on peut chatter, hein, mais qui vont être capables d'aller bien plus loin que juste nous faire du question-réponse avec un format de discussion. Donc c'est vraiment plutôt vers là que on tend. Donc 9e actualité, toujours un sujet sur l'angoisse, sur l'emploi qui voilà, commence à ne plus tout à fait être une théorie, hein, mais qui commence à devenir de plus en plus concret, notamment pour des boîtes dans la tech. Donc il y a une étude anthropique qui a été faite sur à peu près 52 000 personnes. 64% d'entre elles citent la perte d'emploi comme la première peur qu'elles ont autour de l'intelligence artificielle. Et l'autre chiffre que j'ai à vous partager, c'est GitLab qui a supprimé 14% de ses effectifs, donc à peu près 350 postes, hein, pour notamment financer son virage vers l'agentique, vers l'IA agentique. En 2026, 55% des plans sociaux citent explicitement l'IA ou l'automatisation. Voilà, alors après là c'est des données côté États-Unis, donc je n'ai pas l'équivalent côté Europe, France, mais en tout cas, alors est-ce que l'IA bandeau pour que les boîtes puissent tout simplement voilà faire des plans de licenciement, ou est-ce qu'il y a vraiment un vrai sujet là-dessus?
Je pense que le temps nous le dira, mais en tout cas, beaucoup d'entreprises ont tendance à augmenter leur budget d'investissement dans l'IA, mais par contre à dégraisser leur budget, sur tout simplement les postes de travail et leur masse salariale, hein. Donc c'est cette tendance-là, je trouve, qu'il faudrait, plutôt surveiller. Et c'est quand on voit que, par exemple, voilà, Arthur Mensch, par exemple, avait, fait lors de son audition au Sénat, il avait expliqué que lui, 10% de sa masse salariale était dédiée en budget de token IA. Bon voilà, 10%, ça reste raisonnable, mais est-ce que ce pourcentage ne va pas augmenter? Et est-ce que certains dirigeants ne veulent pas arbitrer entre augmenter la masse salariale ou augmenter leur budget IA? C'est, je pense, des sujets, hein, qui vont arriver, hein, dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc Mistral, justement, en parlant d'eux, ils ont fait alors, croire à un modèle, alors je suis pas sûr que ce soit partie 2, mais il y a un vrai mème qui a explosé où, justement avec l'interdiction de Fable 5, alors je sais pas exactement d'où l'idée est partie et de quoi c'est parti, mais il y a de plus en plus de posts qui ont parlé d'un modèle open source qui s'appellerait Chaton Fat, mais évidemment, ce modèle n'existe pas. C'est une blague et d'ailleurs, hein, Arthur Mensch a republié le post en se disant, voilà, on dit, le gros fat. Donc peut-être que Mistral en prépare un modèle, hein, qui sortira peut-être dans les prochains jours ou semaines, mais en tout cas, il s'appellera pas le chaton fat. Et surtout, tous les benchmarks qui ont été montrés de ce modèle qui serait bien plus puissant que tout ce qui est connu et notamment plus puissant que Fable 5, hein, sont des benchmarks bidons. Donc voilà, c'est une blague, hein, c'est un mème, hein, et voilà, les choses peuvent aller assez vite sur l'IA, mais voilà, il n'y a pas de modèle le chaton fat qui va arriver, hein, dans les prochains jours, mais peut-être un autre modèle, hein, de chez Mistral et peut-être que ça sera un modèle justement qui pourra être intéressant avec un modèle un petit peu plus gros que ce qu'ils avaient pu sortir récemment, et qui pourrait du coup être également très utile. Du côté de la Chine, on a Pékin qui a complètement déchiré le deal IA qu'il y avait eu entre Manus AI et Meta. Donc Manus, outil justement qui permet d'avoir une interface, on lui demande des choses, l'outil il fait tout un tas de choses, c'est plus ou moins un agent IA, il est capable d'avoir se déplacer des fichiers, faire des tas de choses, etc. Ça en fait un agent assez efficace, hein, qui est très souvent propulsé par des modèles comme Claude, comme GPT, donc Meta avait racheté cette entreprise. Sauf que les 3 fondateurs sont chinois. En mars, il y avait eu des tensions notamment où, on leur avait dit qu'ils ne pouvaient plus quitter la Chine et donc là, tout simplement, bah, voilà, le deal a été rompu. Donc plus d'acquisition de Meta avec Manus. Et j'ai pas été revoir le site de Manus, mais voilà, il y a un moment donné où il y avait bien écrit, Powered by Meta, hein. Ça doit plus être le cas aujourd'hui, mais j'irai vérifier, pour vous en reparler, notamment dans les newsletters. Le papier ensuite de la semaine, hein, quand même, en faisant un petit papier de la semaine, pour ne pas changer les habitudes, où justement on a un papier qui nous parle d'agents IA et de leur fiabilité. Et le souci en gros qu'on a, hein, c'est que on a des agents qui peuvent faire des choses incroyables, mais qui ne sont pas consistants, qui ne sortent pas tout le temps la même chose. Donc voilà, vous imaginez avoir un élève qui a 18 de moyenne, qui est très intelligent, mais à chaque fois que vous lui posez une question, il vous donne une réponse qui est différente, qui n'est pas une mauvaise réponse, hein, mais la réponse est différente. Et donc c'est vrai que ça peut avoir un impact assez important, plus ou moins en fonction de vos cas d'usage et de ce que vous essayez de faire avec l'IA. Mais il faut se rappeler que c'est tout simplement lié à la probabilistique, et donc forcément le modèle ne fera pas exactement la même chose malgré les mêmes paramètres d'entrée. Donc c'est quelque chose à garder en tête. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine, hein. On a fait une bonne petite couverture de l'actualité. J'ai essayé de vous faire ça de façon un petit peu dense. Je regarde si les questions fonctionnent. La dernière fois, ça ne voulait pas marcher. Donc je vais regarder rapidement si j'arrive à les voir. Non plus, bon, faudrait que je répare quand même mes outils de streaming à l'occasion. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de vous faire ce petit point rapide avant la tech. Mais voilà, comme d'habitude, continuez à vous intéresser à l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à suivre la newsletter dans laquelle je vous rajouterai quelques petites informations et je vous rajouterai également la petite vidéo de l'Intertour que je rajouterai sur la vidéo YouTube dans la newsletter. Donc je suis
au Stripe Tour et forcément, il y a un des sujets qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est lié au paiement et au paiement agentique, paiement avec l'IA. Et je pense que Stripe là-dessus a une bonne avance. Et donc, justement, l'idée, c'était d'un peu présenter ce que vous faites aujourd'hui et un petit peu ce qui va arriver aussi très rapidement en Europe, voilà, dans les prochains mois qui arrivent. Ok, avec plaisir. Alors du coup, je vais vous présenter ACS, Agentic Commerce Suite, et comment Stripe approche le commerce agentique. De manière simplifiée, on va avoir 6 différentes étapes dans la maturité. Donc actuellement, vous allez sur un site web, vous choisissez un produit en ayant choisi des filtres au préalable. Donc par exemple, si je veux une doudoune sans manches pour mon prochain voyage, je vais aller sur un site de e-commerce, je vais choisir un manteau, je vais aller dans la catégorie des manteaux, je vais éventuellement choisir une couleur, éventuellement choisir une taille. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ce que tout le monde fait en fait vraiment, en particulier moi aujourd'hui, je vais sur ChatGPT et je dis j'ai besoin d'une doudoune sans manches, qu'est-ce que tu me conseilles? Et on est déjà sur quelque chose de plus avancé, j'ai besoin de moins choisir. Toutefois, on n'est pas encore sur quelque chose d'assez personnalisé et qui profite au maximum de l'avantage agentique. Ce qu'on va voir en niveau 3, c'est le fait d'avoir une mémoire persistante. Et j'ai d'autres conversations avec ChatGPT, en particulier la programmation de mon voyage à Ushuaïa. Et à Ushuaïa, il fait froid. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que si je demande à ChatGPT « recommande-moi une doudoune sans manches », il va probablement me demander c'est pour ton voyage à Ushuaïa, pense bien à prévoir quelque chose qui descend jusqu'à moins 5 degrés ou qui est imperméable et autres. Et donc, les propositions seront beaucoup plus pertinentes. Jusque-là, j'ai besoin, moi, d'être proactif. L'étape d'après, le niveau 4, ça va être de pouvoir déléguer les décisions. Et donc, simplement de dire « je prépare mon voyage à Ushuaïa, j'ai besoin de m'équiper, qu'est-ce que tu me proposes ?» Et là, automatiquement, je vais m'attendre à ce que mon agent soit capable de me proposer les bons produits. Enfin, ce qu'on aura demain, ce sera de l'anticipation invisible, des agents proactifs vraiment, et qui voient que je suis en train de prévoir mon voyage à Ushuaïa et qui automatiquement me dira « Ah, by the way, tu auras aussi sûrement besoin d'une doudoune sans manches pour aller faire ta randonnée de journée. » Et ça, c'est ces 5 étapes, qui vont être très importantes pour la suite et où Stripe vient apporter des briques technologiques pour répondre à ces différents enjeux. De manière plus pragmatique encore, donc comme je vous disais tout à l'heure, si je veux m'acheter une paire de baskets, aujourd'hui je vais aller sur le site de Nike, ou alors je vais passer par ChatGPT pour trouver les bonnes chaussures de running ou les bonnes chaussures pour le training. Et ce que Stripe va vous permettre de faire, c'est avec une seule intégration, de pouvoir diffuser vos produits en tant que vendeur sur ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity et ainsi de suite. Et cette intégration unique, ça permet à des marchands d'être présents sur l'ensemble de ces plateformes. Et Stripe va vous aider à répondre à plusieurs autres problématiques. Ce n'est pas simplement tout centraliser à un endroit. Premier point, comment je rends mes produits découvrables, la découvrabilité de mes produits. Le deuxième point, comment je gère un checkout, un panier. Parce qu'il ne faut pas penser qu'il s'agit simplement de dire on veut un produit, ma doudoune sans manches. Mais c'est ma doudoune sans manches pour moi, Sicard, avec mon adresse de livraison, mon adresse de facturation et mes moyens de paiement. Ça, c'est un panier. Et bien sûr, Stripe est connu pour le paiement, donc gérer le paiement. On va aussi faire ce qui fait la force de Stripe, la gestion de l'identité et de la fraude. Et là, on va aller sur la deuxième partie. Je vous ai parlé d'agents qui sont des agents vendeurs, mais il y a aussi mon agent à moi, Hermès, OpenClaw, qui est un agent acheteur qui me représente. Et les agents vont pouvoir acheter aussi. Et quand les agents vont acheter, on va rencontrer des nouvelles difficultés. Qui est cet agent? Quelle est l'identité de l'agent? Donc, on a tout un pôle autour de ça. Ou comment on est sûr que cet agent est un agent légitime et qui peut acheter? Un agent, c'est comme un bot finalement, et on sait très bien que la fraude passe beaucoup par des bots. Donc ça, c'est l'ensemble de la suite ACS, Agentic Commerce Suite de Stripe, qui vous permet, en partant de votre catalogue, de rendre vos produits découvrables, de gérer le checkout process, tout en se prémunissant des actes éventuels de fraude, qui sont différents de la fraude humaine, et de gérer le paiement pour être disponible sur la majorité des agents mainstream, mais aussi le propre agent sur votre site web. Petit point quand même, spécialement pour Dimitri, on a parlé tout à l'heure ensemble de comment je vais pouvoir équiper mon agent, mon OpenClaw, mon Hermès d'un moyen de paiement qui soit sécure, parce que je ne veux pas qu'ils deviennent rogues et qu'ils se mettent à tout acheter en ligne en ayant accès à mes moyens de paiement. Et pour ça, Stripe a mis à disposition un wallet spécifique pour les agents qui va permettre aux agents de faire des transactions. Donc là, vous avez des exemples qui vont défiler à l'écran. Et donc, on va permettre à l'agent de faire des transactions qui vont être ciblées et qui vont avoir toujours besoin d'être validées par moi en tant qu'utilisateur humain, le human in the loop dans les transactions. Et donc, à chaque fois que mon agent essaye de faire une transaction, je vais avoir une demande d'authentification, un peu comme une clé digitale pour votre banque, qui va être faite
pour être sûr que oui, je valide que mon agent fasse cette transaction. On a plein d'autres features que je vous invite à découvrir. Il suffit de taper Agentic Suite ou Agentic Commerce sur le site de Stripe et vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. Super, bah merci beaucoup. J'ai quand même deux petites questions à te poser. Si moi demain je me dis ok, j'ai un nouveau produit, je suis déjà client Stripe, je veux justement qu'il soit découvert, etc. Donc je vais où en fait? Je vais sur justement le site que tu as indiqué. Et c'est quoi les étapes pour pouvoir mettre des produits en ligne, envoyer son catalogue, etc. Alors, première étape et premier point très important, pour l'instant, tout ça, c'est disponible que aux États-Unis. Ok. Et il se passe beaucoup de choses en ce moment. Je pense que vous avez suivi ce qui s'est passé avec Mythos et Fable qui ont été bloqués en dehors des États-Unis et ainsi de suite. Donc, il y a encore des sujets qui sont vraiment à aborder par territoire. Oui. Les US, la région IMEA, Middle East et la partie Asie qui peut même être rescindée. En tout cas, pour la France, il y a d'autres possibilités. Je vous invite à discuter avec nous parce qu'il va y avoir des spécificités en fonction de votre secteur d'activité, du type de produit ou de service que vous vendez. Mais allez déjà sur la documentation, ça sera une première passe qui vous donnera plus de Par clarté. contre, pour ceux qui vendent à l'international, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils peuvent déjà, s'ils le souhaitent, être disponibles pour les clients américains Absolument. directement dans les chatbots. Et c'est exactement pour ça qu'on est là, pour présenter aussi aux entreprises les possibilités. Et j'invite tout le monde à se renseigner dès maintenant parce que c'est une révolution qui arrive très vite et mettre les mains dans le cambouis, surtout qu'avec Stripe, c'est facile. C'est vraiment ce qu'on recommande à tout le monde. Effectivement, et je suis vraiment d'accord avec toi où là, effectivement, on parle de où on en sera peut-être dans 6 mois, dans 12 mois, etc. Mais avec l'IA, on a bien vu que ça allait très très vite. Hein. Et effectivement, c'est bien de savoir où à peu près les choses vont aller et se dire que demain, je peux avoir mon assistant où je lui dis, voilà, j'ai un budget. Avec ce budget-là, tu peux faire entre guillemets ce que tu veux dans on va dire un contexte que je t'ai quand même défini. Et derrière, on va pouvoir l'autoriser à faire ses paiements sans avoir besoin d'être toujours derrière. De passer par toutes les validations. Exactement. Super. Merci beaucoup pour ton temps et à bientôt. À bientôt. Ciao.